Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart for Change, chaque jour à 17h. Si vous nous suivez en direct à la télévision, via vos box, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une journée marquée par les annonces en matière de M&A, les annonces ou les spéculations, bien sûr. On parle de fusion-acquisition, à commencer par le secteur bancaire, avec des grandes manœuvres qui s'intensifient. On a appris cet après-midi que Unicredit était monté, ou en tout cas se donnait la capacité de monter à travers des produits dérivés jusqu'à 21% du capital de Commerzbank. Unicredit qui a par ailleurs demandé l'autorisation aux autorités de supervision de pouvoir monter jusqu'à 29,9% du capital de la banque allemande. Côté allemand, la réaction est pour l'instant toujours très mitigée, avec une classe politique notamment qui s'oppose ou qui semble s'opposer à cette opération ou à l'idée d'une fusion et d'une acquisition de Commerzbank par l'italienne Unicredit. L'autre grand acteur du secteur bancaire qui est à la manœuvre en ce moment, c'est BNP Paribas qui a signé des négociations exclusives pour racheter AXA IM dans la partie gestion d'actifs cet été et qui se développe sur la partie wealth management, la gestion de fortune, avec l'acquisition de la banque privée de HSBC en Allemagne. Le montant du deal n'a pas été communiqué, mais il permettra à BNP Paribas Wealth Management, en l'occurrence, d'avoir une position de leader ou parmi les leaders du marché allemand sur la gestion de fortune. Vous aurez le détail de ces opérations dans un instant avec Pauline Gratel. Et puis l'autre dossier du moment, qui reste pour l'instant peut-être une opération lointaine, c'est l'idée que Qualcomm pourrait peut-être racheter Intel en difficulté. Là, on parle de deal qui pourrait s'élever à 100 milliards de dollars. C'est en tout cas, grosso modo, la capitalisation boursière d'Intel aujourd'hui. La rumeur s'est propagée depuis vendredi sur les marchés. Des marchés qui restent assez prudents depuis l'échéance de vendredi, après la décision de la Fed d'entamer son cycle de baisse de taux avec une jumbo cut de 50 points de base. Les marchés actions sont autour de l'équilibre, légèrement positifs en Europe au moment où on se parle, avec en plus le cas français qui redevient un cas spécifique. Le risque politique est en train de remonter avec la nomination d'un nouveau gouvernement et surtout l'idée que le déficit français pourrait être peut-être de 6% du PIB cette année. C'est en tout cas les dernières informations qui sont parues dans la presse française ces derniers jours, et la France est donc toujours sous la grande vigilance des marchés obligataires, avec un écart de taux, une prime de risque entre la France et l'Allemagne qui s'est encore un petit peu tendue. 80 points de base de spread atteint aujourd'hui entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. Et puis de l'autre côté du spectre, on voit que le marché estime que l'Espagne n'a plus à payer de prime de risque pour s'endetter par rapport à la France. Quand on regarde le taux 10 ans espagnol et le taux 10 ans français, eh bien ils sont tous les deux à peu près au même niveau aujourd'hui. Discussion à suivre sur ces enjeux de marché dans un instant avec nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce sera le grand retour de Pierre-Yves Dugas. Le quart d'heure américain est de retour. Notre rendez-vous hebdomadaire chaque lundi à 17h45 en direct et en replay bien sûr sur bismart.fr pour tout savoir de l'actualité politique et économique américaine. Dans cette course pour la présidentielle, nous parlerons bien sûr politique avec Pierre-Yves Dugas à partir de 17h45 en plateau. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec vous, Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, l'ambiance générale est assez prudente. Les indices actions en Europe évoluent sans grande conviction aujourd'hui. Oui, à Paris, plus précisément, les investisseurs sont frileux et comme vendredi, le CAC 40 consolide. Il est aujourd'hui autour de l'équilibre. Désormais, le risque politique revient sur le devant de la scène après l'annonce du nouveau gouvernement de Michel Barnier ce week-end. Oui, la France qui fait à nouveau l'actualité. Comment est-ce que ce risque politique se matérialise-t-il sur les marchés obligataires aujourd'hui, Pauline ? Alors, le spread Bund OAT est au plus haut depuis le mois d'août et remonte autour des 80 points de base aujourd'hui. Le rendement de l'obligation française à 10 ans tourne autour de 2,95%. Le rendement de l'obligation allemande de même échéance autour de 2,15%. À noter également, côté allemand, on a vu une première inversion des courbes depuis 2 ans. Le rendement à 10 ans est passé au-delà du rendement à 2 ans. Enfin, point notable, l'écart de taux à 10
10 ans entre l'Espagne et la France est quasi nul désormais. Et la conjoncture ne joue pas en notre faveur. On a pris connaissance des enquêtes flash PMI pour la zone euro, la France et l'Allemagne pour le mois de septembre. Et ces indicateurs ne sont pas bons. Le flash composite zone euro est au plus bas depuis 8 mois. Oui, il ressort effectivement inférieur aux attentes à 48,9 après 51 le mois précédent. À noter, toutes les enquêtes publiées aujourd'hui en Allemagne et en France marquent un net décrochage par rapport au mois précédent à des niveaux très inférieurs à ce qui était attendu. Oui, ce qui laisse augurer effectivement d'un sacré trou d'air peut-être pour la croissance française, allemande et pour la zone euro en cette fin d'année 2024. Du côté asiatique, les principaux indices étaient en hausse ce matin avec la fermeture, il faut le préciser, des marchés japonais. Oui, et la Banque centrale de Chine a baissé son taux de prêt à 14 jours afin de renforcer son timide soutien à l'économie. Le gouverneur de la Banque centrale de Chine tiendra demain matin une conférence de presse sur le soutien au développement économique. C'est donc le feuilleton de ces derniers jours dans le secteur bancaire. De nouvelles actualités concernant l'arrivée d'Unicredit au capital de Commerzbank. Oui, donc Unicredit annonce l'acquisition de 11,5% en plus au capital de Commerzbank, ce qui porte sa participation à 21%. Unicredit a demandé aux autorités de supervision l'autorisation de pouvoir monter jusqu'à 29,9% du capital. Et puis l'autre consolidateur du moment, c'est BNP Paribas qui veut racheter la banque privée de HSBC en Allemagne. Un accord a été signé entre les deux banques, c'est ce qu'a annoncé BNP Paribas aujourd'hui. Ce rapprochement va permettre à BNP de se placer dans les premiers acteurs allemands du secteur. Cette opération va permettre de doubler le montant des actifs sous gestion en Allemagne à plus de 40 milliards d'euros. Bon, et puis on le disait dans la tech, on verra comment cette affaire s'embarque entre Qualcomm et Intel, mais il y a un intérêt de Qualcomm pour acquérir son concurrent américain Intel. Oui, c'est ça, d'après une information du Wall Street Journal. Alors que Intel était l'entreprise la plus valorisée du monde il y a quelques temps, les actions ont chuté de 60% depuis le début de l'année. À ce stade, l'opération est encore incertaine. Une telle acquisition se chiffrerait à 100 milliards de dollars. Oui. Intel valorisé comme l'entreprise la plus chère du monde, c'était il y a quelques temps, il y a longtemps maintenant. Quel sera le programme demain pour les investisseurs sur les marchés, Pauline ? Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'indice IFO allemand pour le mois de septembre et de la confiance des consommateurs du Conference Board de septembre également. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Genzi est avec nous, le directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont-Houdard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Julien Nebenzal nous accompagne également, le responsable des solutions d'épargne chez eToro. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Vincent Chéniaud d'être à nos côtés également. Bonsoir Vincent. Vous êtes Bonsoir, le directeur Grégoire. de la recherche de Generali Investments. Vincent Chéniaud, comment est-ce que vous voyez s'embarquer ce cycle de baisse de taux, notamment depuis que la Fed est entrée dans le jeu de manière assez fracassante avec une baisse de taux de 50 points de base pour démarrer le cycle de recalibration aux États-Unis. Comment ce cycle peut se développer devant nous et quels peuvent être les impacts pour des investisseurs globaux ? Oui, alors la Fed a frappé assez fort avec 50 points de base en effet, ce qui traduit une confiance accrue dans la normalisation de l'inflation et des points d'inquiétude sur la croissance et sur le marché de l'emploi, avec l'idée qu'il vaut mieux intervenir en amont pour empêcher cette détérioration. Et donc, avec ce mouvement, la Fed entend assurer ce soft landing de l'économie américaine. Alors, le marché est un peu ambitieux sur ses prévisions pour la Fed, puisqu'il prévoit encore 75 points de base cette année et un peu plus de 100 points de base l'année prochaine. Pourquoi pas ? Ça paraît pas délirant. La Fed elle-même est ambitieuse aussi de ce point de vue-là, Vincent. La Fed communique sur l'idée d'une normalisation. Alors, il y a beaucoup d'interrogations sur où est-ce que est le point d'atterrissage, où est le fameux taux neutre de la Fed. Mais en effet, le marché anticipe qu'à moyen terme, on va arriver autour des 3%, ce qui semble assez raisonnable, même si, 75 points de base cette année, c'est possible, mais il reste 2 meetings. Ça veut dire qu'il faut faire 50 points de base sur un meeting. Et donc, il faut que les chiffres d'inflation soient modérés ou les chiffres de l'emploi décevants. Donc, c'est possible, mais ça demande des nouvelles rassurantes sur l'inflation ou un peu plus inquiétantes sur la croissance.
Qu'est-ce que ça change pour les autres banques centrales, et je pense notamment à la Banque centrale européenne, et comment s'équilibrent les risques pour les deux banques centrales? J'ai l'impression, vous écoutez le marché, qu'il y a toujours le risque que la Banque centrale en fasse peut-être un peu trop vite, un peu trop fort. À l'inverse, le risque pour la BCE est peut-être toujours celui d'en faire un peu trop peu, un peu trop tard. Alors, le marché anticipe entre 1 et 2 baisses de 25 points de base de la BCE cette année. Là encore, c'est peut-être un peu ambitieux. On est plutôt sur l'idée d'un rythme trimestriel pour la BCE. Donc, ça voudrait dire une seule fois 25 points de base en décembre. Mais le marché ne lâche pas l'idée que la BCE également pourrait agir un peu plus fort, notamment parce que les chiffres de croissance, clairement, se dégradent. Et de ce point de vue-là, l'été n'a pas été rassurant, puisque l'économie américaine continue de plutôt bien tenir. On est sur des rythmes de croissance au troisième trimestre qui probablement vont être autour de 2,5-3% annualisés encore, donc ça reste solide. Alors que en zone euro, voilà, avec les chiffres des PMI ce matin, on a la confirmation d'une dégradation, notamment en France et en Allemagne, qui font face à des problèmes différents, mais la France fait face à une incertitude politique qui a tendance à geler les décisions économiques, d'investissement notamment. L'Allemagne est davantage exposée au ralentissement chinois, qui je pense devient un thème de plus en plus important pour le marché. Ouais. Effectivement, qui se retrouve dans de nombreux secteurs, y compris des secteurs et des actions cotées chez nous en Europe, bien sûr. Vincent Genzi, qu'est-ce que vous inspire ce cycle de baisse de taux et comment est-ce qu'il peut se développer devant nous? Quels sont les risques pour la Fed, pour la Banque centrale européenne? Et comment est-ce que l'investisseur global doit recevoir le message envoyé aujourd'hui par ces banques centrales? Le message général a été dit par Vincent, c'est que grosso modo, la crainte sur l'inflation est en train de diminuer et la crainte sur la croissance est en train d'augmenter. Donc les risques sont plus équilibrés et la Fed a réagi assez fort, bien sûr, comme ça a été dit. Je crois qu'il y a probablement aussi une question de calendrier. Moi, je pensais plutôt que la Fed allait baisser ses taux de 25 points de base. Je me disais, si elle fait une baisse des taux de 50, c'est parce qu'il est possible qu'elle s'abstienne le mois prochain à cause des élections américaines. Il est traditionnel que la Fed, généralement, passe son tour au moment des élections américaines pour ne pas être accusée de prendre parti d'une manière ou d'une autre. Dans ce cycle électoral. Elle est forcément accusée. Enfin, je veux dire, la réaction d'un Donald Trump n'a pas tardé après la baisse de 50 BP. Je pense que pour la Fed, c'est pas tellement l'opinion du président ou du futur président, c'est la population américaine. Ouais. Et donc, elle dit, moi, je suis banque centrale, je tiens à mon indépendance, et donc je la marque aussi par les décisions que je prends. Donc, il est possible qu'ils aient fait 50 points de base dès maintenant. Je pense qu'ils pouvaient se le permettre, mais ce n'était pas franchement obligatoire, mais que du coup, on n'aurait rien au mois de novembre. Et peut-être qu'en fonction de l'inflation, on a une inflation core qui est encore à 2,8 aux États-Unis. Donc, ce n'est pas 2,2 ou 2 ou 2,5. Donc, je ne sais pas s'ils feront 50 points de base en décembre. Ce n'est pas exclu. Je pense que de toute manière, ça ne changera pas beaucoup la donne. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ce qui s'est passé? Non, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on a enclenché un cycle, donc c'est rassurant. Mais la Fed enclenche toujours son cycle avant que l'économie continue de réagir à la baisse ou de se retourner. Donc, ça ne nous aide pas beaucoup sur le profil de la croissance dans les 3, 6 mois, 9 mois, les éternelles questions qu'on se pose maintenant depuis plus d'un an. En fait, la Fed, elle est là pour aujourd'hui maintenir une croissance le plus longtemps possible, alors qu'en Europe, on est dans un cadre où comment faire pour redynamiser une croissance qui est atone depuis plus d'un an. Et vous ne voyez pas monter même une forme d'urgence là? Parce que le discours de la BCE était de dire le meeting d'octobre, a priori pas besoin de baisser les taux sur ce meeting-là, sauf en cas d'accident sur la croissance. Est-ce que c'est pas ce vers quoi on est en train de se diriger, Vincent? Moi, la manière dont j'interprète les signes du PMI qui ont été publiés, c'est qu'on a eu des PMI du mois d'août qui étaient tirés par la France, qui était le seul pays dont les PMI remontaient, c'était à cause des Jeux Olympiques. Et dans les chiffres qui ont été publiés, le seul pays qui baisse beaucoup, c'est encore une fois la France. Il faut avoir un contre-coup. Il faut regarder les deux mois ensemble alors. Il faut regarder août et septembre. Exactement.
exactement. Il n'y a pas Et d'autres l'Allemagne- leçons à en Et tirer à ce l'Allemagne, stade. Oui. elle est toujours Enlisée. enlisée. Ouais, Et d'accord. voilà. Ok. Le seul pays qui marche bien, il y avait un peu l'Italie, c'est moins le cas, mais c'est effectivement l'Espagne. Oui, Il y a des PMI qui sont très forts et une croissance qui est plus soutenue. Donc, je pense que la BCE va quand même gagner un petit degré de liberté en plus par l'impact des changes. Le fait que la Fed ait commencé son mouvement et puisse le continuer, ça va faire baisser un peu la tension sur le change. Et donc, la BCE sera peut-être un peu moins inquiète à l'idée de baisser ses taux sans que ça pèse trop sur une dévalorisation de l'euro. Ouais. Mais les enjeux sont quand même assez différents Oui. entre la Fed et la BCE. Ouais. Julien, est-ce que tout ça est une bonne nouvelle de voir ce cycle de baisse de taux se mettre en place avec une Fed effectivement qui n'y va pas par 4 chemins? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'investisseur global et notamment pour les actifs risqués? Il y a même des questions qui se posent. Est-ce qu'il y a de bonnes baisses de taux, de mauvaises baisses de taux? Alors, C'est un peu on le va sens regarder dans de ma l'histoire. question. Oui. On va regarder dans l'histoire et puis on essaie de trouver des choses. Alors, j'ai toujours un avis un peu particulier sur ce sujet. Je l'ai déjà exprimé. Historiquement, le rôle, la capacité des banques centrales à vraiment maîtriser l'inflation, cette capacité est très basse, historiquement. Après, j'entends qu'on pense le contraire. Hein. Et j'entends je vois très bien qu'on véhicule l'idée qu'ils ont un réel pouvoir. Mais moi, je continue de penser ce que des économistes ont démontré. Et je crois que Patrick Artus a écrit il y a quelques mois que le principal résultat de la hausse de taux de la Banque fédérale américaine était d'atteindre le marché immobilier. Mais que pour le reste, il n'y avait pas d'effet lié à la hausse de taux. Voilà. Donc, c'est de ça dont on parle. Donc, on parle de baisse. Déjà, on parle de baisse par rapport justement à cette phase de hausse qui était là pour contenir l'inflation. Il se trouve que l'inflation a baissé. Mais l'inflation devait baisser à peu près naturellement pour tout un ensemble de raisons. Dans quelle mesure la baisse de l'inflation est liée aux 11 hausses de taux successives de la Réserve fédérale américaine? Ça, je pense que les historiens pourront s'en donner à cœur joie là-dessus. Deuxième élément, dans la suite de ça, juillet 2023, dernière hausse de taux de la Fed, si mémoire est bonne. Et là, la Fed nous dit, a priori, c'est bien, on est bien. Je crois que c'est en septembre qu'on a parlé de baisse de taux, de mémoire. Ouais, c'est pas septembre, oui, c'est octobre. Oui. Mais comme si on ne pouvait pas être dans un univers stable, comme si on devait pencher d'un côté ou de l'autre systématiquement d'une colline. Ce qui m'a beaucoup surpris, et là je fais lien avec la partie économique, c'est que il se trouve, la réalité montre que il y a des cycles dans l'économie. Il suffit simplement de regarder des moments où l'économie est moins bonne, les repérer, et puis on s'aperçoit qu'il y a des espaces qui sont à peu près ordonnés. Donc 2015-2016, c'était un peu un moment de ralentissement économique. 2019, on s'en souvient, c'était significatif. On se demandait d'ailleurs comment le marché action remontait aussi vite. 2022, alors la première hausse de taux, c'est avril de mémoire. 2022. Mars pour la Fed. Mars. Ouais. Les indicateurs économiques se mettent à plonger à l'été. C'est pas une hausse de taux qui fait ça. Donc c'est vraiment l'économie par elle-même, sa vie intime, qui se met à réduire sa vitesse. Ces périodes-là sont espacées d'environ 3 ans et demi. C'est ce qu'on appelle le cycle de Kitchin. Donc, partant de là, pour moi, la période qu'on connaît en ce moment est une période d'expansion. Il se trouve, je l'avais indiqué, que c'est une période dans laquelle l'économie américaine, celle qu'on peut mieux suivre, normalement croît, mais faiblement. Et notamment sa production industrielle est faible. Ce qui est en ce moment le cas, l'ISM manufacturier est resté sous les 50, quoi qu'on en fasse. Donc, la situation, c'est qu'on est dans un moment, je vais dire, de petite expansion économique qui doit encore durer. Puisque prochain ralentissement, encore une fois, intime de l'économie, pas lié à un choc, etc., etc., et pour plus tard. Donc, pourquoi baisser les taux? Alors, ça revient à la formule. J'ai une inflation qui est à 3, une croissance qui est à 2, j'ai des taux à 5,5. Oui. Ce sont les bons taux. Ben oui, parce que en les montant, comme l'inflation était en train de descendre, mais on ne savait pas jusqu'où, on ne sait pas à quel niveau il faut le faire. Et d'ailleurs, ce raisonnement n'a pour moi aucun sens, puisque de toute façon, ce n'est pas le niveau de taux qui va définir l'inflation, puisque l'inflation se définit par elle-même dans son propre rythme. Encore une fois, je suis pas sûr, je suis convaincu que les banques centrales ont un rôle modeste dans ce qui s'est passé sur l'inflation. Oui, et récemment, et sur longue période. Mais je cite des économistes, encore une fois, ce n'est pas mon avis isolé. Donc, on parle de quoi, finalement? On parle depuis 1 an et demi d'une normalisation au sens de trouver un taux d'équilibre qui semble plus approprié à la donne actuelle. Voilà. Alors, quel est l'impact donc sur les marchés? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose?
moi je crois que tout le monde s'en fout. Enfin, je crois que ça n'a pas d'importance. C'est pas si fondamental que ça. Non, parce qu'on n'a pas un 25, besoin, 50, on n'a pas un à quel besoin rythme? de baisse de taux pour des considérations économiques. Ah bah oui. On n'est Oui. que dans l'anticipation, Oui. parce que le marché de D'accord. l'emploi, Donc c'est neutre. c'est un C'est peu neutre pour vous. tendu. Il faudrait prendre les devants. C'est neutre, mais ça ne préjuge pas du fait que les marchés soient bons demain ou mauvais demain. Alors, je pense que le cycle économique, lui, fonde la valeur des actions. Donc, les marchés d'actions, là-dessus, ils vont continuer le cycle économique. Évidemment que quand les taux sont plus bas par le phénomène d'actualisation, effectivement, les actions, c'est forcément un peu plus porteur. Mais donc, en revanche, là, si vous me demandez peut-être une lueur, pas d'inquiétude, mais un message différent, c'est de dire que pendant que la Fed fait cette opération, donc qui est une opération de normalisation, vous n'avez pas besoin de passer des heures à en parler, la Banque du Japon, elle, modifie structurellement son comportement. Et on sait qu'on a des emprunts en yens et des placements sur des zones risquées, les préférables étant évidemment aux États-Unis, puisque c'est là que le levier est le plus intéressant, dont on voit la structure financière se transformer. Alors ça s'est très bien passé au mois d'août, parce que Oui, ça a une baisse. très bien, parce claire. qu'on en est revenu. On n'a plus Parce besoin. qu'on en est revenu. J'en suis ravi. Si la digestion est comme ça dans les 2 années qui viennent, c'est parfait. Mais le rythme de la baisse de taux de la Fed peut poser un problème de ce côté-là. Il y a le risque de quelque chose de désorganisé du point de vue notamment alors, de la gestion des politiques de taux, des politiques monétaires. Vincent, l'exemple du Japon. Alors, on a vu aussi la semaine dernière, quand la Fed coupait de 50, je vois le Brésil par exemple qui lui décide de remettre 25 points de base de resserrement monétaire pour juguler l'inflation. Est-ce qu'on peut aboutir à quelque chose de désordonné? Ça bouge sur les devises, mais j'ai envie de dire pas tant que ça au final à ce stade. Ouais, de façon générale, les baisses de taux de la Fed sont quand même assez favorables à l'environnement de risque, notamment pour les marchés émergents, même si les marchés émergents sont devenus un ensemble très hétérogène. Et puis en face, la baisse de taux de la Fed, on a potentiellement les hausses de droits de douane venant de Trump s'il gagne l'élection. Donc ça, c'est un facteur plutôt négatif. Je partage l'idée que le yen reste un facteur de volatilité potentielle. On a vu que les positions spéculatives ont été largement débouclées, mais la réalité, c'est que au fur et à mesure où la Fed baisse ses taux, et encore plus si la Banque du Japon monte les siens, le coût de couverture du dollar va baisser, et donc on va avoir des couvertures qui sont plutôt haussières et baissières dollar. Donc on pourrait de nouveau avoir des coups de semonce à ce niveau-là, donc c'est quelque chose à suivre. Mais de façon générale, la baisse de taux, les baisses de taux de la Fed, et a priori on parle là de baisse de taux à un rythme quand même assez important, soutenu, sont plutôt favorables, avec ce bémol qu'on a l'élection américaine qui arrive et le risque de droits de douane, de taxes à l'importation. Et on sait que historiquement, le marché des actions a plutôt tendance à se tasser dans les 6-8 semaines qui précèdent l'élection américaine. Et je pense que là, on pourrait effectivement avoir une répétition de ce phénomène. En revanche, en général, après l'élection, les marchés ont tendance à respirer, quel que soit le résultat, et à repartir à la hausse. Il y a une saisonnalité là qui n'est pas très favorable, vous dites, dans une année électorale américaine. Dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. L'impact sur les marchés obligataires, sur la courbe de taux, on observe tous ce phénomène de repentification. On a peut-être même une pente positive 2 ans, 10 ans aux États-Unis aujourd'hui. C'est un mouvement qui doit se poursuivre, qui peut se poursuivre. C'est quelque chose qu'on met en place aussi dans la gestion des investissements, ça, Vincent ? Oui, dans les cycles de baisse de taux, la courbe a tendance à se pontifier. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, il y a déjà beaucoup d'anticipés. Et donc, ces positions de steepening ont un coup de portage négatif parce que c'est déjà anticipé par le marché. Donc, ça va là encore dépendre, je pense, du scénario politique et de politique économique. Par exemple, si Trump est élu, je pense que ça implique une pontification de la courbe américaine plus forte. Parce qu'on a potentiellement davantage de dérapages budgétaires.
surtout si les Républicains gagnent les deux chambres, parce qu'on a des hausses de taxes à l'importation qu'il faut monter à court terme l'inflation, et donc qui augmente l'incertitude concernant l'inflation. Donc ça, c'est un facteur de pontification. Si c'est Harris qui gagne, beaucoup moins, je pense. Donc ça va dépendre de ça. Puis encore une fois, du rythme de baisse de taux des banques centrales. Mais comme je l'ai dit, le marché a déjà pricé beaucoup. Donc oui, la courbe va pontifier. Est-ce qu'elle va pontifier plus forte que ce qui est déjà anticipé par le marché ? Je ne suis pas persuadé. Qu'est-ce que ça implique dans les changements ou non des grandes tendances de marché pour vous, Vincent ? On a vu aussi sur les marchés actions, le marché n'est plus tout à fait le même qu'il y a 3 ou 6 mois. Il s'est passé des choses cet été. La grande question reste toujours celle de l'évolution de l'activité, de la croissance aux États-Unis. Je pense que c'est à peu près 6 fois sur 8, quand on a eu un cycle de resserrement monétaire, on a eu in fine un ralentissement, et ce ralentissement est toujours arrivé à partir du moment où la courbe des taux se rétablissait. Et ça, pour le coup, c'est du 100%. On ne maîtrise pas le délai. C'est 3 mois, 6 mois. Enfin, c'est entre 6 mois et 1 an. On regarde aussi la courbe 3 mois, 10 ans, qui, elle, est encore négative. Donc, je pense que ça peut donner matière à rester relativement confiant sur les marchés. Il y a la saisonnalité qui a été évoquée, qui est la saisonnalité habituelle entre le mois de mai et le mois d'octobre. Et cette année, on a en plus les élections américaines. Le facteur de volatilité, effectivement, lié au Japon est toujours là. Donc, je crois qu'il est légitime de conserver une certaine prudence vis-à-vis des marchés pendant encore quelques temps, au moins jusqu'au-delà des élections américaines. Et puis après, ce sera pas le tempo des marchés, mais ce sera le tempo de l'économie américaine. Le cycle, quoi. Si tant que l'activité américaine se maintient au-dessus de 2%, il n'y a pas franchement de raison d'être trop inquiet. C'est vrai qu'on n'est pas en risque imminent. Et si on est dans cette configuration-là, Vincent, ça veut dire comment ça se traduit sur les marchés actions ? Est-ce qu'enfin, on a un réveil, je sais pas, de valeurs cycliques, des small caps, etc. Est-ce qu'on sort du trade éternel, tech, US on est toujours... Enfin, aujourd'hui, on est un peu moins sur la tech, mais on voit bien que les secteurs qui sont devant sont des secteurs qui sont plus défensifs et qui sont un peu liés à l'évolution des taux d'intérêt. Donc, on y retrouve l'immobilier, les services publics, les télécoms, un petit peu les valeurs de consommation non durables. Et ça, c'est une position d'attente pour vous ? C'est une position défensive. Aux États-Unis, il y a quand même un certain nombre de grands investisseurs qui se disent le devenir de la croissance n'est pas si clair que ça. On sait pourquoi la croissance américaine a été aussi forte depuis quelques années. Et c'est pas 50 BP de baisse de taux qui change cette vue-là ou cette conviction qu'on peut trouver dans le marché. Ça aide à définir un peu les calendriers peut-être des marchés. Mais l'impact est certainement beaucoup plus faible que ce que l'on le croit. Mais par contre, l'économie, c'est un phénomène lent. Et je crois qu'on est loin de savoir. Donc, c'est un peu une position d'attente. Il ne faut pas être trop inquiet. Il n'y a pas de raison d'être inquiet. Mais il ne faut pas avoir des positions trop agressives à court terme. Et je pense qu'on acceptera de prendre des positions plus agressives que si on se rend compte que la baisse de l'inflation et la baisse des taux permet de prolonger durablement le cycle. Mais si ce sont des cycles de 2-3 ans qu'il faut regarder, le précédent cycle, il a commencé il n'y a pas tellement longtemps. Donc, quoi qu'il arrive, d'ici 1 an et demi ou 2, on aura une réponse. On aura peut-être une réponse. Voilà, bon. Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure ? Il ne faut pas exclure les phénomènes géopolitiques qui peuvent toujours accélérer. Je vous rappelle qu'en 2020, on a eu une récession à cause du Covid. En 2022, on n'a pas eu de grosse récession à part quelques trimestres négatifs aux États-Unis avec la guerre en Ukraine. Bon, il y a toujours les facteurs. Aujourd'hui, on ne regarde plus tellement les facteurs exogènes, mais ils sont toujours là. Julien, vous disiez tout à l'heure, attention, risque de réplique peut-être sur les positions de Carry, etc. Peut-être que tout n'est pas nettoyé. Ce qu'on a vu aussi cet été, alors lien de cause à effet peut-être entre le débouclage de positions de Carry, il faut ramener du cash et donc on vend la tech américaine, par exemple, si ça s'est fait comme ça. Julien, la situation de la tech américaine avec des baisses de taux de la Fed devant nous, comment vous la jugez aujourd'hui ? Est-ce que ça reste solide ? Est-ce que ça reste un no-brainer pour des investisseurs moyen-long terme, ou est-ce qu'on a un moment où les craquements quand même incitent à une position différente vis-à-vis de cette magnifique, de la tech américaine, de l'IA qui sauve le monde, etc. Alors sur l'IA, le sujet spécifique de l'IA, juste pour prendre ce bout, qui est vraiment une partie de la surperformance qui s'est un petit peu atténuée cet été. Si je reprends les éléments de Gail Brace,
la formation d'une bulle, pour moi, est actée. C'est une bulle qui s'est formée. J'en suis très convaincu. D'accord. Maintenant, de savoir à quel stade on est-ce que le dégonflement a commencé et l'accélération est juste devant nous, ou est-ce que, en fait, ça va se passer un peu différemment parce qu'un certain nombre de conditions sont réunies, franchement, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. Je dis juste que on a la localisation d'une bulle sur un petit segment de la zone de surperformance des actions. On a un changement dans le levier avec le Japon, le renchérissement en fait, du carry trade qui peut aboutir. Il faut se dire que le yen a perdu 10% en quelques jours. Oui. S'il repère 10% là, en quelques jours, je ne dis pas qu'il va le faire. Hein, mais à supposer qu'à un moment il perde 10%, je ne sais pas ce qui va se passer sur la deuxième fois les stocks de position qui ont été construites là-dessus. Parce qu'il y a le différentiel de taux, mais il y a aussi la variation de la devise en instantané. C'est cette espèce de volatilité qui va rentrer dans les modèles. J'ai un PER aux États-Unis global moyen qui est très élevé. Enfin, c'est pas mon métier d'en parler, mais je regarde quand même toujours où il est. Et je sais qu'il est dans une zone élevée. Et puis, le fameux put Fed, c'est quelque chose qu'on a répété à plusieurs reprises. En fait, il est présent dans quasiment tous les esprits. Je ne dis pas qu'on est dans un grand optimisme, mais en fait, il y a quand même une certaine... tout le monde se sent à peu près tranquille. Complaisance. Complaisance, mais structurelle. D'accord. Complaisance, comme on la mesure avec les marchés d'options ponctuels. Il y a quelque chose aujourd'hui qui ressemble, et c'est pour ça que j'ai eu un peu un petit moment d'inquiétude. Pour moi, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai analysé a posteriori parce que c'est partie de mes recherches, c'est exactement 87, la construction actuelle. Je parle en termes de comportement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de grand halo avec des prix chers, des raisons un peu étranges de beaucoup de choses, et tout d'un coup, ça lâche. Évidemment qu'on est une structure, et ça n'a rien à voir, hein. Les choses ne sont pas les mêmes, tout est différent. Mais c'est tellement analogue dans l'aspect comportemental que je préfère aujourd'hui dire que malgré mon optimisme effréné sur les marchés d'actions, depuis, on va dire, les événements du mois d'août, je suis quand même beaucoup plus prudent. D'accord. Je suis beaucoup plus prudent. Et pour répondre à votre question, il y a deux solutions. Soit il va y avoir un événement de marché tel que celui que je décris et qui est imprévisible, donc je ne fais que dire quelque chose, voilà. C'est imprévisible par construction. Et à ce moment-là, la question, elle est répondue comme Maxime. Hein. Ah oui, ça veut dire que les choses seront faites. Ou alors, il va se passer beaucoup de temps et ça n'est qu'un élément de ralentissement du moteur des actions qui est ce n'est que le ralentissement d'un des moteurs importants des marchés actions qui vient de commencer. D'accord. Voilà, deux hypothèses. Ok, voilà. je comprends. Donc, dans l'une, on va souffrir vite, vite et fort. Dans l'autre, ça restera toujours, on aura toujours de quoi parler autour de la tech, mais le côté surperformant, exubérant, je pense qu'il est passé. Comment il faut gérer cette situation, cet entre-deux, j'en sais rien, Vincent Chéniaud, du point de vue de l'investissement, là, le marché est beaucoup plus défensif. Est-ce que c'est une position que vous endossez aussi ? Est-ce qu'il faut être dans cet état d'esprit-là ? Est-ce qu'il faut se préparer à... Alors, je sais pas, au coup d'après, quel est le coup d'après ? Est-ce qu'il faut reprendre du cycle des small caps en se disant que tout ça va redonner forme à un cycle devant nous ? Alors, je ne partage pas forcément l'idée qu'on entend parfois qu'on a une déconnexion entre le marché obligataire et le marché action. Le marché obligataire ayant intégré beaucoup de pessimisme, avec une baisse des rendements 10 ans américains de presque 100 points de base depuis le mois d'avril, et de l'autre, des marchés d'actions qui restent au plus haut, notamment aux États-Unis, qui ne traduisent pas ce pessimisme. Je ne suis pas sûr, parce que comme vous le dites, les cycliques ont quand même pas mal souffert et sous-performé récemment. Alors c'est vrai qu'il y a, comme vous dites, monsieur, un phénomène taux d'intérêt, donc les valeurs sensibles au taux d'intérêt qui sont un peu plus défensives ont plutôt bien performé. Mais quand même, il y a un doute aussi dans le marché action, quoi. Voilà, les valeurs cycliques ont quand même beaucoup sous-performé. Les small et mid caps sont bon marché, mais on sait quelle est la recette pour que les small et mid caps se reprennent. Il faut notamment que les taux baissent, parce qu'elles étaient très, très exposées en termes de financement à ces niveaux de taux d'intérêt élevés, et puis que la croissance continue. Et là, c'est vrai qu'on a quand même une petite inquiétude à ce niveau-là. Donc oui, je pense qu'en partie, on peut prendre certaines valeurs cycliques, un peu de small cap, des bancaires également, qui nous semblent toujours bon marché. Mais par contre, on recommande quand même une allocation action
situation assez équilibrée. Assez équilibrée. Il ne faut pas minorer le côté défensif, quoi. Voilà, on ne joue pas tout sur les cycliques. Et voilà, on reste très confiant sur le crédit qui continue à offrir un pick-up, certes réduit, mais encore intéressant par rapport aux obligations gouvernementales. Et on est un peu plus inquiet sur ce qui se passe au niveau gouvernemental parce que, aussi bien aux États-Unis, par exemple, que dans un pays comme la France, la situation des déficits inquiète. Ouais. Comment on peut imaginer, enfin, tout le monde reparle d'un moment à la Truss, hein, c'est pas nouveau. Le moment à la Truss, c'était il y a 2 ans pile aujourd'hui, le mini-budget d'octobre 2022, et qui a conduit au départ très rapide de la première ministre britannique Liz Truss. Cet exemple-là, on l'a dans toutes les têtes, que ce soit pour le cas américain, pour le cas français aujourd'hui également, et peut-être d'autres demain. La logique un peu des marchés dans ce genre de configuration, enfin. Quand on parle de la France, en l'occurrence, enfin, quelle peut-elle être ? Est-ce qu'on peut imaginer un sudden stop, quelque chose d'aussi violent que ce qui s'est passé au Royaume-Uni il y a 2 ans ? Ou est-ce qu'il y a quand même un chemin balisé dans lequel on peut avancer ? Alors, on n'a pas la même structure de marché, on sait, on connaît le poids des fonds de pension britanniques. C'était la crise des LDI, des modèles de gestion des fonds de pension britanniques. Voilà, qui sur l'annonce d'un budget un peu cavalier, on réagit et on a eu un effet en chaîne assez violent. Donc je ne pense pas qu'on soit dans la même situation, mais il est vrai que les étrangers détiennent environ 50% de la dette française, des OAT. Et donc, ce sont des investisseurs qui sont sensibles au prix. C'est un peu différent des acheteurs retail ou des banques centrales. Et donc, ils sont sensibles au développement économique, politique, budgétaire. Donc, il faut effectivement préparer un budget sérieux. Je vois que le gouvernement a demandé une 2e extension à la Commission européenne. On passe du 20 au 31 octobre. Ouais. Effectivement, les délais sont très serrés, mais il faut présenter un budget sérieux. On parle de 6% de déficit cette année. On est très loin des chaque jour qui passe fait que la situation de la trajectoire des finances publiques s'aggrave. Hein. Voilà, sans action correctrice, j'entends. On est très loin des annonces qui ont été faites à la Commission en avril dernier, qui prévoyaient un déficit à 2,9% en 2027. Là, on n'est plus du tout sur cette tendance. À politique inchangée, on est plutôt à 6,5%. Donc, il va falloir agir, notamment dans les dépenses. On parle également de hausse d'impôts, mais le marché va être à l'écoute sur un budget sérieux, et petit 2, quelle est la stabilité politique ? C'est-à-dire, est-ce que ce gouvernement a la capacité de mettre en place ces efforts qui vont être importants ? Qu'est-ce que ça nous dit quand on voit... Alors, le spread France-Allemagne à 80, ok, mais quand on voit que l'écart de taux entre l'Espagne et la France est à 0 aujourd'hui ? Que le marché considère que l'Espagne est aussi bien disante qu'un pays comme la France sur le marché obligataire. Elle a une trajectoire un petit peu différente. Hein. Elle a de la croissance. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais... Elle a, je pense aujourd'hui, un taux d'aide sur le PIB qui est inférieur à celui de la France. Donc ça va très vite. Enfin, c'est légitime. Enfin, du point de vue espagnol, il n'y a pas de... Non, c'est totalement légitime. C'est totalement légitime. Non, moi je trouve ça plutôt réconfortant. Contrairement à ce que l'on voit chez nous, et quand on voit la sous-performance des actifs français aujourd'hui en Europe, depuis le début de l'été... Ouais. On peut quand même se poser des questions et craindre que ça continue encore un petit peu. Il y a un vrai sujet sur le CAC. Il y a vraiment une histoire spécifique autour du CAC et du marché obligataire français. Et à cause de la prime de risque française. Donc moi, je crains que ça dure encore un petit peu parce que ça va être compliqué pour le nouveau gouvernement d'arriver à gérer cette situation. Je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais on voit la difficulté qu'il y a eu à former un gouvernement et pour faire passer un budget et prendre surtout des décisions avec des gros marqueurs pour les marchés financiers, des marqueurs politiques aussi, bien entendu. Je pense que ça risque d'être compliqué. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on veut avoir une position assez équilibrée dans les portefeuilles et bien diversifiée. Hein. Donc aujourd'hui, si on a un portefeuille à constituer, on ne va pas mettre un maximum d'actions françaises. Hein. On va quand même être beaucoup plus diversifié. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un traitement spécifique qui s'applique aujourd'hui beaucoup d'actions américaines et jouer plutôt la zone Europe, même plutôt que euro, compte tenu du poids de la France dans la zone euro, pour diversifier et réduire un peu ce risque politique. Jusqu'au jour où, mais
Je veux dire c'est pas la première fois qu'en France on met beaucoup d'espoir dans un changement politique, dans un changement de gouvernance même, hein, quel que soit le bord politique, et avec chaque fois une déception qui arrive derrière. Donc le moment trust, on le verra peut-être sur les actions plus que sur les Ouais, obliges j'entends. aussi. Ouais. Julien, il y a un cas spécifique CAC 40, je sais pas, on me disait que les intérêts ont complètement déserté. C'était pas un grand indice, mais quand même. Je veux dire, premier marché boursier en Europe, on a les plus grandes capitalisations boursières, parmi les plus grandes capitalisations boursières. Visiblement, aujourd'hui, le CAC est mis à l'écart, d'une certaine manière. Oui, au moment de l'annonce de la dissolution, il a sous-performé immédiatement. Et depuis, il ne se passe plus grand-chose. Voilà. Le DAX est au sommet. Moi, c'est ça Non, aussi qui me... Oui, mais... Il ne se passe plus grand-chose au sens oui. où cet écart politique, Oui. on le voit au travers du spread de taux. C'est-à-dire le spread de taux est allé vers 80. On vous demanderiez un analyse technique. Oui. Où est la zone de rupture sur le spread? Il vous dirait il est à 80. Donc le spread est exactement là où il doit être. C'est Tester à nouveau 80. un seuil d'observation par les marchés de ce qui va se passer. Mais sur ce sujet-là, il faut quand même rappeler que en Occident, partout, globalement, les politiques budgétaires sont expansives, que tout ça fonctionne de manière relative les uns aux autres, et que relativement, même si on est passé de 5,5 à 5,7, c'est rien du tout. Tout ça, c'est vraiment pas grand-chose. En revanche, tant que toutes les politiques budgétaires occidentales sont dans le même tempo avec les banques centrales qui, derrière, font la même absorption, soit création de masse monétaire ou absorption de papier, ce qui s'est pour l'instant parfaitement passé, il n'y a pas vraiment de sujet. On sait historiquement que c'est exactement ce qu'il faut pour qu'il y ait une inflation profonde dans l'économie. Mais on ne sait pas quand ça va se déclencher ni pourquoi. On a eu une sorte de petite tentative en 2022. Mais si on revient donc au cas français là, de la politique, donc les marchés financiers vont observer, l'Istrus, c'est un... Je vais pas être péchant, c'est une sorte d'incarnation sophistiquée de Trump. Hein, c'est extrêmement atypique. Et est arrivé justement... Fervent soutien de Trump aujourd'hui, l'Istrus. Est arrivé vraiment en rupture par rapport à ce que je décrivais comme finalement tout le monde dépense un peu, alors moi aussi. Elle a dit différemment. Elle a dit non, nous on va faire comme ça. Là, c'est comme si on a la même chose en France, les 80 points de base, ils sautent tout de suite. C'est certain. Okay. Et donc, la question, c'est qui veut prendre ce risque? Alors, c'est pas le gouvernement qui vient d'être nommé qui va aller dans cette direction, qui va beaucoup plus jouer sur la carte. Ah oui, on s'approche de 6, zut, il faut qu'on descende à 5, puis à 4. Essayons d'être sérieux, oui, d'accord. C'est tout ce qu'on attendait de vous. Ça n'empêchera pas qu'on restera peut-être à 80 points de base, parce que l'instabilité politique. Voilà. Mais en revanche, est-ce que vous pouvez avoir un gouvernement qui arrive, ou des politiques qui arrivent justement dans cette situation de rupture? Vous voyez ce qui s'est passé avec l'Istrus, c'est un très bon exemple. Mélanie l'a compris, et je pense que en France, les responsables politiques de tous bords l'ont bien compris. Aussi. Donc je pense que personne ne va jouer en fait, à disparaître politiquement instantanément. Parce que c'est exactement 45 jours, oui. Voilà, c'est un jeu, il faut jouer avec une règle. Et surtout ne pas sortir de cette règle si on veut survivre en politique. Vincent, vous évoquiez la Chine tout à l'heure, le facteur chinois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau? Parce que c'est vrai que la crise de l'équation chinoise compliquée, elle est sue et connue depuis un moment, mais j'ai l'impression que ça reste quand même une zone pourvoyeuse de mauvaises nouvelles. Quand on voit les remontées, par exemple, des comptes des entreprises publiés sur le deuxième trimestre, tous ceux qui ont des activités en Chine sortent des mauvaises nouvelles sur cette partie-là encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Non, l'économie chinoise n'en finit plus de décevoir, et je dirais que ça va de mal en pis. Et on sait que les économies européennes, notamment l'Allemagne, sont très exposées. Donc ça, c'est un souci. C'est très important également pour le budget français, parce que si l'économie allemande se portait mieux, ça tirerait également la zone euro, ça faciliterait l'exécution budgétaire. Donc la Chine est un élément important, mais elle joue également sur l'inflation, parce qu'on a des surcapacités de plus en plus importante en Chine. Et donc le risque, c'est qu'ils déversent ces biens sur les marchés mondiaux et fassent baisser les prix. Et on croyait en la désinflation, mais on disait, oui, l'inflation va revenir rapidement sur les 2%, mais elle ne va pas revenir sur le niveau de 1% qu'on avait en zone euro avant Covid. Parce que la BCE n'arrivait pas à atteindre ces 2%. On disait, avec les changements structurels qui se produisent, on va revenir à 2%, mais probablement on va rester là. Le risque, c'est que l'inflation baisse davantage, baisse bien plus, et qu'on soit surpris à la baisse, et que les banques centrales, du coup, ça ouvre la porte pour des baisses de taux beaucoup plus importantes. Je le dis un peu brutalement, mais qu'on reparle d'un risque déflationniste montant, en tout cas en zone euro.
Je ne l'exclus pas. Dans un cadre de croissance faible, avec cette influence chinoise. Alors, après, il faut voir les élections américaines. Si on a des hausses d'impôts sur les importations et qu'il y a des mesures de rétorsion, ça va également pousser l'inflation à la hausse. Donc ça, c'est un gros point d'interrogation, cette élection américaine. Mais je ne sous-estimerai pas le facteur chinois qui me semble de plus en plus dominant. La machine à exporter de la déflation chinoise est en marche aujourd'hui. Et surtout du dumping. Donc il faut bien voir que tous les pays vont commencer à réagir, y compris l'Europe. Donc les droits de douane en Europe, ils ont été activés et ils vont continuer. Donc je ne sais pas si on ira jusqu'à la déflation parce que de toute manière, les taxes seront là et ça maintiendrait un peu d'inflation, je crois. Un dernier mot, Vincent Genzi, peut-être sur ce qui se passe dans le secteur bancaire. Là, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Bon, Unicredit Commerce Bank fait l'actualité, mais on voit BNP Paribas aussi en consolidateur du secteur, dans la gestion d'actifs, dans la gestion de fortune. Est-ce qu'il y a un message à tirer de ces grandes manœuvres bancaires là, qui semblent être reparties et bien reparties aujourd'hui ? Je pense que le message, c'est un message qui est surtout un message rassurant, c'est-à-dire qui montre que ces grands établissements ont des fonds propres et peuvent reprendre leurs acquisitions. S'ils le font, c'est aussi parce que déployer du cash ailleurs, c'est un petit peu difficile, parce que la demande de crédit est moins importante, l'activité sur l'immobilier ne reprend pas non plus, donc ils utilisent leur cash. Donc je ne sais pas si c'est un facteur très positif, mais en tout cas c'est un facteur rassurant, qui permet effectivement... C'est bien d'avoir des banques en bonne santé, enfin, je veux dire, c'est pas l'histoire qu'on a connue ces dernières années, ces 10-15 dernières années en zone euro. Non, mais comme quoi la réglementation qu'on a eue et dont on s'est longtemps en plein, a permis quand même, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, aux banques de réduire leur levier et de reconstituer de bonnes réserves. Ce que tous les analystes disaient, mais ce n'était pas acté par le marché, à part un peu sur le crédit, où effectivement il y avait un vrai consensus sur tout ce qui était subordonné bancaire, etc. Avec de la volatilité quand même. Donc moi je pense que c'est surtout un facteur rassurant sur la santé du secteur bancaire. Je pondère un peu les mots parce que Commerzbank n'est pas tout à fait... Non, mais justement, oui. Mais il y a des banques solides aujourd'hui qui sont en capacité d'aller patcher aussi peut-être des maillons et des problèmes dans le secteur bancaire. Et surtout d'aider aussi l'économie à résister en cas de crise. Ouais. Ce qui n'était pas le cas en 2007-2008. Donc je trouve que c'est un facteur rassurant. Je ne sais pas si ça présage une relance massive des fusions et acquisitions. Je ne suis pas certain que le contexte s'y prête. Mais en tout cas, ça montre que des acteurs qui ont du cash aujourd'hui, et depuis un certain temps d'ailleurs, arrivent à le déployer. Comme il y a de la restructuration qui se fait dans le secteur, c'est tout à fait normal que ça se produise. Bon, on verra jusqu'où l'opération Unicredit Commerce peut aller. Peut-être déjà jusqu'à 29,9% du capital de Commerzbank. En tout cas, Unicredit a fait une demande en ce sens auprès des autorités de régulation. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Genzi, Cholet, Dupont-Oudard, pardon. Il y en a trop maintenant. Là aussi, consolidation à marche forcée dans le secteur de l'industrie de la gestion d'actifs. Vincent Chéniaud, General Investments, et Julien Nebenzal, eToro. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir, c'est le retour de Pierre-Yves Dugas avec nous en visioconférence pour ce quart d'heure américain hebdomadaire qui reprend à l'occasion de cette saison 5 de Smart Bourse. Pierre-Yves, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et d'assurer ce rendez-vous hebdomadaire autour de l'actualité américaine. Voilà, donc on se retrouve 17h45, 18h chaque lundi en direct. Évidemment, ce quart d'heure américain est à retrouver en replay dans la foulée sur notre site bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées chaque semaine. Pierre-Yves, ravi de vous retrouver dans le contexte qu'on connaît avec tout d'abord sur la partie économique, un Jérôme Powell qui nous a expliqué la semaine dernière que l'économie américaine allait toujours très bien. Ah mais tout va très bien. Tout va très bien. Il y a un mois, on nous disait si la Fed réduit son taux directeur de 50 points de base, c'est un signal lancé au marché qu'ils ont très peur. Très peur de l'envolée du chômage, très peur de la possibilité d'une récession cet hiver ou début de l'année prochaine. Extraordinaire travail de préparation réalisé par Jérôme Powell dans les jours qui ont précédé ce 18 septembre. On voit des gens comme Greg Ip, excellent éditorialiste et analyste économique du Wall Street Journal.
On voit Bill Dudley, ancien patron de la Fed de New York, ancien haut dirigeant de Goldman Sachs, se répandre en arguments intéressants et tout à fait légitimes sur le thème non, moins 50, c'est nécessaire parce que l'inflation a beaucoup baissé, les taux d'intérêt réels sont trop élevés et il faut absolument corriger les choses. Et c'est une bonne nouvelle que l'on baisse de 50 points parce que ça montre que tout va bien. On a retourné l'argument et vous ne me direz pas, vous ne pourrez pas me convaincre que le téléphone n'a pas beaucoup chauffé entre Jérôme Powell, Greg Ip, Bill Dudley et quelques autres qui ont légitimé à l'avance cette décision de 50 points de base qui est passée comme une lettre à la poste, à part quelques heures un petit peu de stupeur juste après la publication de l'information. Mais Grégoire, souvenez-vous du 18 septembre, l'autre 18 septembre. Vous étiez là, vous couvriez déjà les marchés financiers. Ouais. La Réserve fédérale, un 18 septembre, je vais vous préciser l'année après, je ménage mes effets, a baissé le taux des Fed Funds de 50 points de base. Ouais. Et puis ensuite est intervenu 2 baisses de 25 points de base au cours des mois qui ont suivi, septembre et jusqu'à Noël. Ce qui est d'ailleurs le scénario qu'on nous propose aujourd'hui implicitement dans les dot plots. Ensuite, ça a commencé à mal tourner. Une baisse de 75 points de base, puis une baisse de 50, puis encore une baisse de 75, et puis enfin une baisse de 25, puis on a dû s'arrêter parce qu'on est tombé à zéro. C'était en décembre 2008, ce 18 septembre, c'était le 18 septembre 2007. Ouais. Que s'est-il passé le 18 septembre 2007 ? Wall Street s'est envolé, le Dow Jones a gagné 336 points, c'est l'équivalent aujourd'hui de 1000 points. Et le cours d'une valeur, ça vous fera sourire, qui était déjà identifiée comme une valeur sensible, c'était Lehman Brothers. Le 18 septembre, Lehman Brothers a gagné 10%. Et on nous disait, mais non, il n'y aura pas de récession. Bon, il y a un problème de subprime, mais c'est très limité, c'est très spécifique à certaines institutions. L'économie américaine ne va pas basculer en récession. Alors évidemment, 2007, 2008 n'est pas 2024. Les circonstances ont changé. Il est facile d'être systématiquement pessimiste, mais tout de même, ce petit coup de projecteur sur le rétroviseur nous donne quand même à réfléchir. L'économie américaine, elle se porte bien. On va encore, semble-t-il, tirer 3% de croissance au troisième trimestre. Mais quelques petits détails horribles tout de même. Le déficit budgétaire américain est colossal. On est autour de 6%. Alors qu'on est en période de croissance, ce qui est une absurdité. Si vraiment le chômage remonte, et il est en train de remonter, puisque les créations nettes d'emplois aux États-Unis, au cours des 3 derniers mois, ont retrouvé leur rythme antérieur à la pandémie, sont au plus bas depuis 2020. On était à 3,7%, on est à 4,2% aujourd'hui. La tendance est quand même à la montée du chômage. Si le chômage monte, si une récession arrive, comment va-t-on faire pour faire de la relance avec déjà un déficit budgétaire aussi colossal ? Il n'y a pas de problème de subprime dans l'immobilier résidentiel, non, mais enfin, il y a des problèmes sérieux dans l'immobilier commercial. Vous circulez dans les villes américaines aujourd'hui, vous êtes frappé de voir que la moitié des bâtiments de bureaux sont vides. Il n'y a plus d'encombrement comme il y en avait auparavant aux heures de pointe dans de grandes métropoles américaines. Ce problème va finir par il va falloir le résoudre d'une manière ou d'une autre. Il y a des refinancements qui arrivent, il y a des banques et des établissements de crédit qui supportent cette mauvaise dette immobilière commerciale. Donc, ne tirons pas systématiquement la sonnette d'alarme, mais notons tout de même cette forte divergence, nous en parlions avec vos invités il y a quelques minutes, d'appréciation entre les marchés obligataires qui anticipent des réductions massives de taux directeurs de la Fed au cours des prochains mois et jusqu'à la fin de l'année prochaine, et les valorisations des marchés d'actions autour de 24. Tout va très bien, Madame la Marquise. L'autre question politique, évidemment, Pierre-Yves. Est-ce que Kamala Harris est partie pour remporter l'élection présidentielle ? Ah oui. Oui, si la tendance des 3 dernières semaines est extrapolée, elle est pour le moment en train de gagner. Ça n'est pas fait,
mais Donald Trump n'a pas résolu le problème fondamental de sa campagne depuis que Joe Biden a abandonné la course. Il n'arrive pas à trouver l'angle d'attaque sur Kamala Harris. Nous avions, lors de nos conversations précédentes, il y a quelques mois, évoqué, enfin moi ce qui me paraît évident dans cette campagne, c'est que Donald Trump avait besoin de Joe Biden et Joe Biden avait besoin de Donald Trump. Pendant que Biden est parti, Trump est orphelin. Et nous avons de l'autre côté, il faut le dire quand même, calmement, mais raisonnablement, une complicité active de la presse, de l'establishment, qui systématiquement nous présente l'absence de programme de Kamala Harris comme une preuve de génie. On ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle n'a pas de programme. Son principal argument, c'est qu'elle a des valeurs de classe moyenne. Elle veut rétablir le droit de l'avortement qui a été renommé droit de reproduction. Et elle n'est pas Donald Trump. Ça peut suffire pour Kamala Harris pour être réélue si dans le même temps, et c'est le cas pour le moment, Donald Trump continue d'être une caricature de lui-même et continue de parler du passé et de l'époque bénie où il était président. Il est stupéfiant de voir que Donald Trump a laissé Kamala Harris s'approprier l'argument du changement. Kamala Harris prétend incarner le changement alors qu'elle est la vice-présidente sortante. Et Donald Trump s'est laissé piéger dans cette logique où il est le candidat du statu quo. C'est assez stupéfiant. Il est urgent que les républicains se reprennent s'ils ne veulent pas non seulement perdre les présidentielles, mais souffrir des défaites assez sensibles dans les législatives. Je voyais, alors je ne sais pas si c'est un indicateur, mais enfin j'imagine quand même, tout le monde suit ça, les dépenses des budgets de campagne de Kamala Harris et de Donald Trump, là, ça s'accélère. Pour Kamala Harris, je veux dire, dans tous les swing states, l'équipe démocrate de Kamala Harris est capable de dépenser en publicité et autres beaucoup plus d'argent que Donald Trump aujourd'hui. Alors là, Kamala Harris a un trésor de guerre qui est 2 ou 3 fois celui de Donald Trump. Donald Trump prétend qu'il est en mesure de mener des campagnes très ciblées. Je parlais avec ma fille qui habite en Caroline du Nord et qui est dans un district, dans une ville plutôt démocrate, ce qui est assez rare en Caroline du Nord, et dont la boîte à lettres est tous les jours inondée de tracts, de pamphlets, on dit en anglais pamphlets, lui disant qu'il est important de voter Trump, qu'il est important de se rendre compte du danger que Kamala Harris représenterait pour l'avenir, pour l'Amérique, pour le monde, pour la liberté, etc. L'argent des républicains, prétend-il, est extrêmement ciblé. L'énormité du trésor de guerre de Kamala Harris fait qu'elle peut arroser beaucoup plus large. Et, j'y reviens, elle bénéficie d'une presse qui lui est extrêmement favorable et qui lui pardonne le fait stupéfiant qu'elle se retrouve candidate aux présidentielles américaines sans avoir connu l'épreuve des primaires, qui est une épreuve importante pour une personnalité politique, et qui, en outre, refuse de donner des conférences de presse. Elle ne répond pas aux questions de 50 journalistes qui sont entraînés, qui connaissent leur dossier et qui lui posent des questions pointues sur des sujets pointus. Elle évite toute conférence de presse et ça marche. Bon, le tout c'est que ça marche jusqu'au 5 novembre. Pour l'instant, ça... Les élections ont commencé, on vote oui, bien sûr. En Virginie, on vote dans le Minnesota, on vote en Caroline, dans le Dakota du Sud. Le vote a commencé. Beaucoup d'électeurs américains sont en train de se prononcer sur les éléments d'information dont ils disposent aujourd'hui. Bon, on n'est plus juste dans la campagne, on est déjà dans le vote pour certains citoyens américains aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre-Yves. On vous retrouve donc chaque semaine. Je redonne le rendez-vous, 17h45 en direct, le lundi dans Smart Bourse sur Bismart for Change. Évidemment, ce quart d'heure américain est à retrouver en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.